JC Pierry est photographe, vidéaste, passionné de voyage, d'aventure, de BMX, d'exploration en tout genre. Aujourd'hui, il propose des stages et des formations. L'idée de cette conférence, JC, une conférence qui s'annonce captivante, vivre de sa passion et vivre sa passion, c'est de retracer tout votre parcours de A à Z. Je vous propose de regarder assez vite un extrait de quelques minutes d'un documentaire que vous avez réalisé l'année dernière et où vous racontez absolument tout. Pour préciser un peu le contexte, vous êtes parti vous isoler quelques jours, seul, sans téléphone, et vous avez fait le tri dans tout votre travail, dans toutes vos archives, et vous en avez sorti ce film où vous racontez tout votre parcours. Vivre de sa passion, c'est donc le thème, le titre de cette conférence. Et nous regardons tout de suite un extrait et ensuite vous nous raconterez. Tout à fait. Il y a plus de 20 ans, j'ai offert à mon père un caméscope pour ses 50 ans. Sans le savoir, ce cadeau allait transformer ma vie. La vraie aventure a commencé à mes 15 ans, quand j'ai découvert le monde du sport extrême. D'abord le VTT, puis très vite le BMX. Ce petit vélo a révélé en moi une force insoupçonnée, dissipant ma peur de la solitude et d'être loin de ma famille. Dès mes débuts professionnels, j'ai parcouru le monde, espérant rencontrer d'autres passionnés de ce sport. C'est à travers cette passion pour le BMX que j'ai découvert celle pour l'image. Au début, je ne pouvais imaginer l'impact de ces deux passions sur ma vie. Un rêve, je n'en avais pas vraiment. Mais peu à peu, un rêve est né. Voyager aux quatre coins du monde et vivre des expériences inimaginables. Quand j'ai commencé le BMX, rencontrer les meilleurs riders semblait inaccessible, à cause des barrières de la langue et des longues distances. Pourtant, j'ai persévéré, appris et voyagé seul. Quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité de filmer beaucoup de ces riders, qui sont devenus des amis. Je suis parfois nostalgique de cette époque, riche en enseignements, mais je m'efforce de reconnaître combien elle a transformé ma vie. J'ai réalisé que je m'étais lancé dans un défi, vivre de ma passion. La route est longue et semée d'embûches, mais la passion transcende tout. J'ai consacré 20 ans de ma vie à poursuivre un rêve auquel je ne croyais pas au départ. Cependant, ce rêve a aussi eu un impact sur mes amis, ma vie privée, ma famille et ma santé mentale. Car la réussite ne se résume pas seulement au succès professionnel, mais aussi à l'épanouissement personnel. Pendant 20 ans, je n'ai jamais relâché mes efforts. Beaucoup le savent, pour réussir, certains sacrifices sont inévitables. Être constamment présent, connecté, prêt à répondre à tout, par crainte de manquer une opportunité, en oubliant parfois l'essentiel. Je n'ai aucun regret et je me considère chanceux. J'ai mis ma vie sentimentale de côté pendant des années, et certains choix ont compliqué la suite. On peut avoir des milliers de personnes qui nous suivent, mais se sentir parfois seul. Je garde espoir de trouver cette personne qui va m'accompagner dans mes aventures, dans ma vie quotidienne, et construire une famille, ma famille. Mais avant cela, je dois mieux me connaître. Vivre de sa passion est une chance immense. Mon métier m'a ouvert les yeux sur le monde et m'a appris à relativiser. Je ne peux pas me plaindre. Aujourd'hui, j'ai besoin d'en apprendre plus sur moi-même. Se connaître soi-même, c'est souvent ce qu'on oublie de faire. J'ai voyagé dans plus de 70 pays et j'ai appris tellement de choses sur la vie. Je suis parti à la rencontre de tribus pour comprendre leur vision du monde et leur quotidien. J'ai partagé des moments privilégiés avec des animaux en voie d'extinction qui m'ont marqué à jamais. J'ai joué avec les enfants du monde pour réaliser la chance que j'ai toujours eue, que ce soit dans la scolarité, la santé et les divertissements. J'ai découvert des lieux où peu d'humains auront l'opportunité d'aller. Tout cela m'a appris à relativiser et à apprécier chaque instant, mais aucun de ces voyages ne m'a permis de savoir qui je suis réellement. Pour cela, j'ai besoin d'une expérience inédite, me retrouver seul, coupé du monde pour trouver des réponses et faire mon introspection. Je ressens un vide que je dois combler. D'où vient-il? Je ne sais pas. Je suis hypersensible, ce qui me permet d'apprécier les choses mais constitue aussi un fardeau. Toujours prêt pour une nouvelle aventure, mon esprit ne s'arrête jamais de créer, sous la pression constante des réseaux sociaux. Mon esprit s'épuise, je puise sans cesse, sans connaître ma limite. Mais nous avons tous une limite à ne pas franchir. Nos vies sont différentes, remplies de défis uniques. Mon travail m'a offert des moments exceptionnels, mais il m'a aussi aveuglé sur mon bonheur personnel. On doit être heureux au travail, mais aussi en dehors. Pour beaucoup, c'est souvent l'inverse. Quand ni l'un ni l'autre ne conviennent, il est temps de tout changer. Il ne faut pas trop penser ou juger nos actes passés, mais apprendre à les assumer et aller de l'avant. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de prendre du recul, couper mon téléphone, toute communication pendant quelques jours pour me ressourcer et repartir à zéro. Cela semble simple, mais ce ne l'est pas. Nous vivons en hyperconnexion constante.
dépendants de nombreuses choses qui nous développent rapidement, mais nous rendent dépendants d'un système ininterrompu. Peu importe nos métiers, nos vies, nous sommes tous plus ou moins piégés dans ce cercle vicieux. Pour cette aventure, j'ai choisi un endroit qui me tient à cœur, où j'ai passé mon enfance et que je n'ai pas revu depuis plus de 16 ans. Un lieu chargé de souvenirs et d'émotions. Je vous embarque alors avec moi pour 5 jours, dans une aventure qui, je l'espère, changera le cours de ma vie. Belle citation. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette introspection, JC? Au final, ça a changé ma vie, honnêtement. Donc, j'inviterai les gens après à le regarder sur YouTube. C'est un film d'1h45 qui est très simple à regarder. Et émotionnellement, même pour moi, c'est dur de regarder ça. Mais voilà, ça a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai trouvé la personne aussi avec qui je veux partager ma vie. J'en parlais dedans. Donc ça pour moi, voilà, ça a clairement changé ma vie. J'ai réussi à faire le vide en moi, poser les questions essentielles et surtout ressortir avec les réponses, quoi. Et c'est un exercice qui est super simple. Qu'est-ce que c'est en fait de partir dans la forêt avec une tente et juste décrocher son téléphone? Ça paraît super dur au départ, mais en fait au final c'est énorme. Parce que je voulais surtout, donc sans téléphone, déjà c'est une chose, mais voir ni parler à personne. Parce que beaucoup disent, oui, je peux partir sans le téléphone, je pars en vacances, mais tu rencontres des gens. Mais le fait de voir et ne parler à personne, en fait, tu t'ennuies profondément. Et c'est là où, en fait, tu vas vraiment te poser les bonnes questions. Et moi, à titre personnel, je suis parti dans cet endroit qui me tenait à cœur, vraiment. Et j'y suis retourné là, il n'y a pas longtemps, avec ma compagne. Et là, voilà, c'était encore plus fort pour moi, quoi. On raconte toute l'histoire. Tout a commencé à l'âge de 15 ans. Ouais. Allez-y. Voilà, comme on peut voir au début de la vidéo, il y avait le caméscope juste avant, oui, qui était ultra important pour moi, parce qu'on l'avait offert pour les 50 ans de mon père. Et il y a plus de 20 ans maintenant, il y a 71 ans. Et c'est ce petit caméscope qui m'a permis de faire mes premières images. Juste pour la petite anecdote assez marrante, en fait, déjà ça permet de prouver aux gens qu'en fait on peut commencer en n'ayant pas grand-chose dans les mains. Là, on parle d'un caméscope à cassette. Aujourd'hui, on pense toujours avoir besoin de la meilleure caméra pour faire des belles images. Mais commençons avec les moyens qu'on a. Moi, j'avais aucun moyen, j'avais juste ça et déjà ça. Donc ça, c'était fantastique. Et donc petit à petit, par exemple, pour la petite anecdote, en fait, je savais même pas qu'il y avait des montages de vidéos. Donc juste un truc, les gens pensent que je suis photographe, mais je suis surtout vidéaste à la base. Et donc je savais pas qu'il y avait des montages, des logiciels de montage. Et je voulais faire donc de la vidéo avec de la musique. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un dictaphone avec de la musique que j'enregistrais sur des vidéos de BMX avant. Et je mettais play en même temps sur ma caméra et mon dictaphone à côté pour enregistrer de la musique dans la caméra. Et en fait, ça me faisait un montage avec ma musique, mais c'était le bordel parce que je mettais jamais play au bon moment. Mais en fait, je me retrouvais avec une cassette un peu pourrie, mais c'est pour moi les meilleurs souvenirs, quoi. Donc c'est parti de là, avec ça. L'amour pour le vélo. Voilà, juste rapidement, mais juste à ce moment-là de ma vie, je savais pas que le vélo allait changer ma vie, honnêtement. Et donc rapidement, en fait, j'ai découvert le vélo à l'âge de 14-15 ans. D'abord le VTT, comme j'ai dit dans la vidéo, et puis après, je peux mettre juste après le BMX. Oui. Et donc où j'en ai pas fait mon métier, mais j'étais professionnel en BMX. À l'époque, c'était très compliqué de vivre de ça, donc j'ai jamais vécu du BMX en soi. J'ai jamais gagné d'argent grâce au BMX, mais j'avais des sponsors qui me suivaient parce que j'avais une façon de faire du BMX qui était assez originale. Et donc ça me permettait de me différencier un peu des autres. Dans le BMX aujourd'hui, il faut être très aérien, faire des grosses figures pour pouvoir en vivre et faire des compétitions. Moi, j'étais nul en compétition puisque je faisais totalement l'inverse. J'étais très bas en hauteur, mais je faisais des choses très techniques. Mais donc qui étaient des fois, j'inventais parfois des figures, mais impossible en compétition de faire ça, ça rapportait rien. Mais à l'image, c'était cool pour les gens. Voilà. Ouais. Et donc, dans mon parcours en parallèle du vélo que je fais depuis l'âge de 15 ans, j'ai fait un bac scientifique d'abord, parce que je voulais faire designer automobile. Je ne sais toujours pas pourquoi je voulais faire ça, mais parce que j'aime bien le dessin, j'aime bien l'art en général, mais peut-être la raison pour laquelle je voulais faire ça. Après, j'ai fait une licence en finance à Euromed, anciennement Euromed et Kedge maintenant. Pareil, je voulais faire la gestion de patrimoine, mais je ne sais pas trop pourquoi je voulais faire ça. Je crois que mon cousin faisait ça, mais je n'ai jamais regardé sur Internet qu'est-ce que c'était un gestionnaire de patrimoine. Et je me suis envoyé 3 ans en finance. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi encore j'ai fait ça, mais j'ai compris grâce à ça, avec un stage en banque, que ce n'était pas ma vie, la vie que je voulais. Et ensuite, j'ai fait un master en sport event, puisque en parallèle, en fait, à l'école,
comme j'adorais le BMX, moi j'avais pour rêve en fait de rencontrer les meilleurs riders du monde. Et je me suis dit pour les rencontrer, je voulais les inviter. Et donc j'ai créé des compétitions pour inviter ces gens-là. Et on a fait donc beaucoup de compétitions, principalement à Marseille au départ, où j'allais rencontrer les riders à l'étranger grâce au BMX, grâce aux compétitions que je faisais, même si je ne les gagnais pas, mais j'allais rencontrer des gens. Et au fur et à mesure, j'ai pu rencontrer les meilleurs riders du monde et les inviter sur des événements qu'on a créés où on était seulement 2 avec mon ami Ben, qui lui s'occupait de la partie musique et moi sport avec le BMX. Cette formation vous a quand même donné des clés et des choses utiles pour tous les projets que vous avez montés derrière. Ouais. Le réseau, moi c'est ce que je dis aux gens, en fait, c'est peut-être le plus important. Et à l'école, pour tous les élèves qui me disent qu'est-ce que tu retiens de l'école, mis à part ce que j'ai pu apprendre dans certains cours, c'était l'expérience des professeurs. Je ne sais même plus ce que c'est la différence entre un compte et un bilan, un compte de résultat et un bilan aujourd'hui. J'ai un expert comptable pour ça. Donc, cette partie, je ne gère plus du tout. Mais voilà, le réseau que j'ai pu avoir à l'école, on en reparlera après dans les projets, mais m'a énormément servi. Ouais. Le jour qui a changé votre vie, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, donc on parlait des compétitions. Je faisais plusieurs compètes qu'on organisait à Marseille. Et juste avant, j'étais parti sur une compétition en Estonie où, en fait, à Marseille, on a une énorme rampe qui est assez unique au monde. Il y en a très peu comme ça. Et je savais que ce rider qui est au milieu, qui s'appelle Ben Snowden, un Américain, adorait cette rampe. Et je l'avais rencontré en Estonie et je lui avais dit, voilà, est-ce que tu veux venir à Marseille ? On a cette rampe. Je savais que c'était le moyen de l'attirer de venir chez nous. On a un petit peu d'argent à gagner. Si tu veux, voilà, on te paye le billet d'avion. On avait quelques sponsors. Il m'a dit, ouais, j'y sais, trop bien. Je rêve de rouler cette rampe. Je viens avec plaisir. J'invite aussi Mike King à côté, un rider anglais que je connaissais un petit peu grâce aux vidéos. On discutait sur Facebook à l'époque. Et donc, c'est les 2 premiers riders internationaux que j'ai eu la chance de pouvoir inviter sur cette compétition. Et alors, pour la petite anecdote, Mike King, c'est sûrement une des personnes qui m'a le plus inspiré. Parce qu'à l'époque, en fait, dans le BMX, tout le monde filmait avec un fisheye. Un fisheye, c'est l'ultra grand angle. Pourquoi ? Parce qu'on avait envie de donner cette impression que les riders allaient très haut. Mais personne ne filmait avec des zooms ou des 50 mm. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de matériel pour faire ça. Et il est sorti le 5D Mark II chez Canon, qui a révolutionné la photo et la vidéo, mais surtout la vidéo, parce qu'on pouvait filmer avec des optiques photo. Et donc nous, on a commencé avec un 550D aussi, juste après. C'était le boîtier le plus bas de gamme et qui nous permettait de pouvoir l'acheter. Et Mike King l'avait, et il m'a montré ça. De là, j'ai été fasciné par la possibilité de filmer et avoir une profondeur de champ. Il m'a fait découvrir le logiciel Premiere Pro aussi, sur lequel je monte depuis toujours maintenant. Donc il m'a mis le pied à l'étrier. C'était un des rares au monde, peut-être on était 10 à l'époque, vraiment, à filmer esthétiquement du BMX. Tout le monde se foutait un peu de notre gueule, vraiment, en disant mais qu'est-ce que vous foutez ? Normalement, on filme avec un grand angle et tout. Aujourd'hui, tout le monde fait ça maintenant, tout le monde filme esthétiquement. Et donc pour nous, en fait, on s'est tous les deux fait connaître dans ce monde du BMX qui est une niche, donc mondialement connue par rapport à nos vidéos derrière, par rapport à notre technique de tournage, où on apportait un peu de l'esthétique, autrement que juste le côté grandiose avec le grand angle. Donc là, c'est un premier déclic. Voilà, et donc l'autre rider qui avait au milieu, Ben Snowden, il me dit à la fin de la compétition, il avait gagné la compète, on avait bien sympathisé, voilà, et il me dit, JC, moi chez moi, j'ai un skatepark chez moi en Californie, le skatepark que vous voyez là, et il me dit, JC, ça te dirait de venir l'été, passer l'été à la maison ? Et là, j'ai dit, waouh, ok, c'est incroyable. En fait, chez lui vivaient 5 des meilleurs riders californiens et tous les meilleurs riders du monde habitaient en Californie à ce moment-là et venaient rouler tous les jours chez lui. Et tous les mecs qu'on voit encore aujourd'hui, les top riders. Et donc, je me retrouve à aller 2 mois chez lui aux États-Unis. Je suis nul en anglais, donc je commence à apprendre un peu l'anglais via des vidéos de BMX et tout. Et je me retrouve là-bas un peu dans la merde, en mode, bon, je suis obligé d'apprendre l'anglais, mais ça me passionne tellement que go, on y va. Et là, en fait, ma vie change parce que je rencontre tous les meilleurs riders du monde et en fait, je vois en soi l'opportunité de pouvoir faire des vidéos d'eux. Je vois pas l'opportunité en fait de devenir célèbre pour me dire je vais devenir célèbre, je vais faire plein de projets grâce à eux, etc. Et je pense en fait c'est ce qu'ils ont apprécié. Parce qu'il y a le côté opportuniste où où les gens vont voir que vous êtes opportuniste, mais là ils ont vu plutôt ma passion avant le côté opportuniste. Oui, bien sûr. Et donc tous les jours je les filmais, tous les jours je faisais des vidéos d'eux, et en fait moi je me suis fait connaître là-dedans à ce moment-là, puisque à l'époque il y avait très peu de vidéos de BMX, et en fait tous les jours presque je sortais des vidéos de BMX de ces mecs-là, ils disaient mais c'est qui le gars le français qui est là-bas, qui fait les vidéos de ces mecs-là, enfin c'est un truc de fou. Et en fait au fur et à mesure j'ai rencontré les meilleurs riders du monde. Beaucoup d'entre eux sont devenus des amis très très proches aussi, et c'est ce qui m'a permis après de décoller dans ce monde du BMX. Ouais. Et vous avez documenté leur art.
Se faire un nom dans le BMX. C'est ça. Donc là, pour les gens qui connaissent le BMX, qui voient ces images-là, c'est énorme. C'est là, en gros, sur les photos, là, pour comparer au football, vous avez Cristiano Ronaldo, Messi, Zidane, du BMX. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, pour moi, un petit jeune qui débute aussi dans le vélo, dans la vidéo, en fait, je vis des expériences qui aujourd'hui sont uniques au monde, quoi. Je ne sais même pas si quelqu'un dans le monde du BMX a vécu ça. Tellement c'était fou, et surtout un lien d'amitié avec ces gens-là. Oui, que vous avez tissé. On a créé une confiance aussi. C'est-à-dire que ces gens, sur des projets après, j'ai pu travailler là, tout en haut à gauche, on voit un projet Red Bull qui était un très très gros projet pour Red Bull Media House. Le gars Daniel Ders qui est là, qui me contacte et qui sait qu'il a absolument confiance en moi, sur mon travail. Il sait que je suis rider aussi, donc forcément je connais les contraintes du rider, la difficulté des figures. Et pour eux, ils sont rassurés aussi. Quand je dois filmer, ils savent quand je peux leur parler pour les motiver. Oui. Et ils savent quand moi je dois me taire parce qu'ils ont besoin d'être concentrés. Et puis où vous placez, etc. aussi. Exactement. Oui. Et ça, pour eux, c'est ultra appréciable parce qu'en fait, quand ils font une figure, ils risquent leur vie pour une vidéo. Et en fait, ils ne se posent pas la question de savoir si je vais avoir le plan. Ils sont sûrs que je vais l'avoir. Et ça, en fait, pour un rider, c'est ultra important. Voilà. Donc on a lié ce lien d'amitié ensemble et de confiance aussi sur le travail. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait de tout ça ? Après, moi, j'ai continué. Donc là, voilà, il y a encore quelques photos. En haut à gauche, on voit Scotty Kramer, qui est sûrement aussi mon idole absolue à la base quand j'étais petit. Et j'ai eu la chance de le rencontrer sur les X Games en Californie. Pareil, voilà, j'ai pu accéder à des super compétitions comme ça. Donc voilà, là, c'est juste quelques photos en plus. Après, moi, c'était aussi important à titre personnel d'être reconnu en tant que rider. Donc j'étais reconnu en tant que vidéaste. Et je voulais aussi être reconnu en tant que rider, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vivais pas de ça et je ne voulais pas devenir professionnel pour en faire mon métier. Mais là, on peut voir le monsieur avec le casque, là, en fait, qui est Jamie Bestwick, qui est sûrement un des plus grands athlètes en BMX, qui, en fait, dans une interview, on lui demande qui c'est qu'il apprécie regarder en BMX, il cite 2 noms, dont le mien. Et en fait, là, pour moi, c'est une satisfaction énorme. À ce moment-là, je ne connais même pas cet homme-là. J'ai eu la chance, après, de le rencontrer en Californie, sur son skatepark à Woodward. Et puis depuis, on est des très bons amis. Et ça, en fait, voilà, ça c'est une fierté énorme parce que je me dis que je suis personne dans le BMX parce que je gagne pas de compétition. Pour moi, je suis nul en compète. Mais en fait, mon riding et mon originalité, ma créativité fait que ça intéresse même des gens qui sont les meilleurs dans leur discipline. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté, quoi. Voyager, filmer et faire du BMX, ça c'était votre ambition à cet âge-là. Vous avez quel âge là d'ailleurs? 22, 23? Avec ma tête comme ça, je sais pas quel âge j'ai là. Ouais, je dois avoir 23 ans là, un truc comme ça. J'avais encore des cheveux. Et ouais, là c'était beau parce que c'est avec mon pote Arthur. En fait, là vraiment en vidéo, je commençais à avoir quelques projets de vidéo vraiment cool, même outre que le BMX. Et là, on a décidé de faire un tour du monde en 5 étapes sur 1 mois et demi. Et voilà, là, en fait, là, on voit la vraie passion en fait, du vélo. Regardez les amis, les gens qu'on a rencontrés en fait, sur place, tout ce qu'on faisait. Et ouais, non, je sais pas, ça parle de soi, quoi, vraiment. Genre, et là, en fait, c'est là où j'ai commencé à faire d'autres images que du BMX. Ça veut dire que dans ces voyages, on a fait Hawaï, Mexico, New York, Shanghai et Tokyo. Et en fait, j'ai commencé à faire des images de paysages. Donc, pendant mes voyages, maintenant, je faisais des images de paysages aussi, j'en profitais. Et c'est pour ça que maintenant, peut-être, je fais ça aussi. C'est là que s'est opérée la bascule. Les premiers projets vidéo. Les premiers projets vidéo, voilà, il faut être conscient qu'il faut partir de zéro. Et moi, en fait, j'utilisais aussi beaucoup mon école de commerce avec les associations qu'il y avait dans l'école pour faire des petites vidéos des assos. Et c'était génial, hein, les événements chaque année. On voit l'image où j'ai le bonnet en haut, là, où on filmait des petits trucs avec la sauce aussi. J'ai commencé à voyager. Il y a des projets en Californie, des projets avec la blouse. Là. Bon, c'était marrant, hein, des photos que j'ai retrouvées. Mais voilà, je touchais un petit peu à tout. Et voilà, il y avait toujours le parallèle. Cette photo elle est importante pour moi parce qu'il y avait toujours le parallèle avec le vélo et la vidéo juste à côté, quoi. Et vraiment de la vidéo. C'est-à-dire qu'à l'époque, de la photo, j'en fais pour moi. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, genre, sur 95% de mon chiffre d'affaires dans 20 ans d'images, j'ai dû vendre 95% de vidéos. D'accord. En fait. Donc je vends pas de la photo vraiment, mais de la vidéo. Mais de la vidéo. Mes projets évoluent. Alors les là, les ça grandes évolue. étapes. Ouais, là ça évolue. Donc là, je commence en fait via mon école de commerce, je rencontre un pote qui s'appelle aussi Ben, un très bon ami à moi, et qui me dit ouais, JC, je vois que tu fais des vidéos de BMX et tout. Il avait vu une vidéo de moi où je filmais un mec en scooter, en Vespa dans le skatepark de Marseille, un truc très marrant qui avait buzzé à l'époque. Et il m'a dit ouais, j'ai vu cette vidéo, moi je fais des soirées, est-ce que tu peux filmer mes soirées?
Je dis, vas-y, si tu veux, je sais pas comment on filme une soirée, mais on fait le test et tout, on se lance, quoi. C'était donc mon premier projet vidéo autre que du BMX. Et de là, en fait, tout est parti. Il avait aussi un très bon réseau, donc j'ai commencé à filmer des soirées avec lui, des clips de musique, des mariages, plein de choses comme ça. J'ai filmé avec l'un des 4 premiers mecs qui avaient un drone en France. Et donc, on avait à l'époque, DJI n'existait pas. On avait des drones que le gars il fabriquait à la main et tout. On mettait une demi-heure pour monter le drone avant une prestation parce qu'il fallait tout revisser, etc. C'était des batteries, on aurait dit des bombes, des batteries. J'ai une anecdote, on s'est retrouvé au Maroc avec une valise entière de batteries. Tu l'ouvres, la valise, il n'y avait que des boîtes noires avec un fil noir et rouge. Le mec, il a ouvert ça à l'aéroport et il a eu super peur. Et c'était une des dernières fois qu'on avait le droit de filmer au drone au Maroc aussi en plus. Voilà. Et donc voilà, il y a plein de projets, c'était un peu les prémices de plein de choses. À l'époque, j'avais pas le budget pour m'acheter un Steadicam, donc en fait, on avait cette technique en BMX, on utilisait un trépied pour baisser le centre de gravité de la caméra en fait avec le poids, et ça permettait de stabiliser un petit peu la caméra. Le rail que plus personne n'utilise aujourd'hui. Même ça crée du mouvement. Mais c'était marrant quoi. Ouais. Je commence à vivre de ma passion. Le premier contrat, le premier projet qui vous a permis d'en vivre? Les soirées de mon ami, parce que voilà, c'était assez récurrent et c'est aussi une chose que je dis aux gens, c'est qu'avant de croire qu'on peut vivre surtout de la photo animalière ou de voyage comme je fais aujourd'hui, alors je ne vis pas de la photo animalière, mais il faut passer par plein de choses. Il y a des projets alimentaires aussi et donc les soirées, ça en fait partie. Il y a plein de soirées autour de nous très souvent, l'événementiel en général, donc ça c'est un bon moyen de se faire de l'argent. Moi, tout l'argent que j'avais, je l'investissais directement dans mon matériel parce que je croyais en moi et en mes projets. Donc après, j'ai fait beaucoup de mariages pendant longtemps. Là, on voit un projet où je filmais pendant 3 ans l'équipe Cofidis de cyclisme, des projets pour les entreprises, des premiers voyages là en Croatie, c'était sympa. J'avais un beau projet avec des villas de luxe en Corse et en Italie. Donc tout ça, ça commençait à rapporter un petit peu d'argent et donc ça me permettait après d'avoir du beau matériel. Moi, chez Canon, j'avais le Canon 1DC à l'époque, qui était le premier boîtier qui filmait en 1080 60 images secondes. Et pour nous, dans le sport, j'avais enfin du ralenti en Full HD. Et c'était une dinguerie, mais c'était un boîtier, il coûtait presque 10 000 balles à l'époque. Donc il fallait faire beaucoup de projets, et j'avais tout investi dedans pour avoir la possibilité de faire du ralenti, quoi. Et de vous équiper. Cascadeur vélo, tiens. Cette photo, elle est marrante, je pense que personne ne l'a jamais vue. En fait, pendant que je découvrais le vélo, j'ai rencontré ce monsieur, Hervé, qui est venu au skatepark un jour et on l'a super sympathisé et qui m'a dit, voilà, moi je suis coordinateur cascade dans le cinéma. Et il m'a dit, voilà, j'aime bien ton mood et tout, j'ai besoin des fois de doublure cascade pour des films. Est-ce que ça te dirait de doubler des gars? Donc là, on voit un gamin que je double en fait sur un film qui s'appelle La vraie vie des profs, où je tape un bac de fleurs et je passe par-dessus un cactus. J'ai doublé Vincent Elbaz sur une série No Limit, pas mal de trucs assez marrants. Et donc en fait, ça s'est fait, j'ai fait quelques films comme ça avec lui. Je peux passer au slide d'après, voilà. Et après, en fait, Hervé, avec un ami à lui, Olivier, ont créé à Martigues, à côté de Marseille, une école de cascade et un studio de cinéma. Et pour moi, j'avais un rêve, en fait, c'était de faire du cinéma à ce moment-là. J'avais écrit un long métrage avec mon ami Hervé, on avait commencé à tourner beaucoup de choses. Et il m'a même initié, moi, à la cascade. J'avais pratiquement appris à rouler sur 2 roues en voiture, grâce à lui. J'avais appris à faire des 360 en voiture, enfin, on faisait plein de trucs. Donc, je sais pas, j'avais juste envie de diversifier un peu tout ça. Là, on me voit, je suis en caméra embarquée derrière la bagnole pour filmer. C'était pour un projet pour TF1 et tout. Voilà, on avait fait beaucoup de choses, mais malheureusement, je passe au stade d'après. C'est hyper technique, là. Hein, ça a été compliqué. Dans le cinéma qui s'écroule. Alors ça pourquoi s'écroule parce que, du jour au lendemain, je perds mon ami Hervé. Et par exemple, perdre un grand-parent, c'est facile. Mais un ami, pas perdre un grand-parent, c'est facile, mais naturel, c'est dans l'ordre des choses. On s'apprête à le perdre, tu vois. Et Hervé, comme ça, il est parti. Et donc, on a tout arrêté. Voilà, je peux pas trop débattre sur ça, là, j'arrive pas, mais voilà. On passe à la suite, on oublie le cinéma. Ouais. Donc, tout s'est arrêté, malheureusement, mais voilà. Et ensuite, l'événementiel aussi s'écroule. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait créé un événement de fou. On avait réussi à ramener tous les meilleurs riders du monde. Donc là, si les gens connaissent un peu les noms, ils vont se dire waouh, il y a du monde. Et j'ai réussi à ramener tous ces riders-là sur un gros événement de 4 jours à Marseille. Avec mon ami, on monte ça. C'était énorme, c'est pour des milliers de personnes. On construit une rampe sur le Prado à Marseille. Et en fait, il pleut.
et il pleut comme jamais il a plu à Marseille. Et là, on se prend 1 mètre de flotte sur tout le festival pendant 4 jours. On essaie tout le possible, on démonte les scènes de musique, on remonte à un autre endroit, etc. Et bref, le festival s'écroule. Et là, c'est le dimanche soir, le soleil décide de sortir le dimanche soir à la fin du festival. Et j'ai une anecdote assez marrante où je suis sur la scène, sur la rampe là, avec mon t-shirt du festival, et d'un coup, il y a une mouette qui me chie dessus, sur l'épaule. Et en fait, même pas je m'énerve, je regarde la merde sur mon épaule, et j'enlève mon t-shirt, je le mets en bouche, je le jette, et je dis, voilà, c'est ce qui devait arriver. Et donc, fin de l'événementiel pour moi, je dis, c'est bon, j'arrivais à commencer à vivre de ma passion, j'avais validé mon cursus à l'école, tout était bon, je dis, voilà, ça demandait trop de temps, honnêtement, je passais entre l'école, l'événementiel, dans mon planning, j'allais moi à l'école de commerce de 8h30 du matin à 17h30, des fois 20h30 selon les cours, du lundi au vendredi. J'avais des travaux d'études tous les soirs. Je faisais 4 à 5 fois du BMX par soir, tous les soirs pendant la semaine. Je devais organiser un festival de musique comme ça. Et les week-ends, je faisais des projets vidéo. J'avais pas de vie en fait. Oui, c'était trop. Donc c'était trop compliqué. J'avais vraiment pas de vie. Et là, je me suis dit, c'est comme ça. Et donc après, au fur et à mesure... Les réalisations vidéo, les premières. C'est ça. Là, au fur et à mesure, les années passent et j'arrive à avoir des beaux projets, à me démarquer un petit peu dans plein de choses, donc toujours dans la vidéo, des vidéos de BMX, de VTT, pour des offices de tourisme, pour des influenceurs dans les pays, Club Med, on voit Cofidis, Hublot. Pour EDF, j'avais un projet énorme où en fait en 2019, j'ai Charles Leclerc qui m'a contacté, donc le pilote de F1 Ferrari. Pour sa première année chez Ferrari, il m'envoie un message et il me dit voilà, JC, j'aime bien ton travail, j'aimerais bien que tu me suives. Je fais ma première année chez Ferrari, je veux développer ma chaîne YouTube. Et je dis vas-y go, j'ai jamais fait ça dans un sens, mais ça me fait plaisir que tu me fasses confiance. Moi, je savais même pas ce que c'était la F1, enfin je regardais pas la F1 et tout. Et donc je l'ai suivi sur 4 grands prix, dont le Grand Prix de Monaco, où j'ai vécu un truc extraordinaire, je pense que personne à part lui pouvait avoir l'accès que j'ai eu, honnêtement, avec lui. Il m'a proposé de le suivre juste après à Turin, où on allait faire un match caritatif avec Rodando et tout. Et là, j'ai vécu quelque chose de dingue. Après, juste pour moi, c'était compliqué de continuer avec lui parce que j'avais, on va en reparler après, mais j'avais cette envie en fait de voyager plus, de parler des animaux, etc. Et en fait, dans ma philosophie, parler de F1, c'était compliqué. C'était plus éloigné. Voilà, c'était plus éloigné de mes convictions et donc je ne pouvais pas continuer à filmer de la F1 pour aller après faire des docus animaliers. Mais voilà, je regrette rien de ce que j'ai fait et c'est un homme fantastique qui est resté ultra humble et je le remercie pour ce que j'ai vécu, quoi. À cette époque-là, vous démarchez ou ils viennent vous chercher? Là, il est venu et pour la petite anecdote aussi, je veux dire un truc, soyez réactifs sur les réseaux parce que moi, il m'avait envoyé un message sur Instagram et il m'avait aussi envoyé un message par mail sur une adresse mail que j'utilisais jamais et je l'ai vu 1 an après le mail. Et en fait, genre, créez pas des adresses mail si vous n'y allez pas, quoi. Tu vois, parce que s'il m'avait pas envoyé un message sur Instagram, là où je suis réactif et je réponds à tout le monde tous les jours, là je me suis dit merde, je serais passé à côté de quelque chose de grand. Donc soyez réactifs, quoi. Ouais. Bon conseil. Les voyages qui ont changé ma vision du monde. Eh ben, il y a 10 ans, avec mon père, pour ses 60 ans, je lui offre un voyage au Vietnam. Et de là, en fait, je décide de voir la vie autrement. En fait, j'ai vu des choses avec des enfants, j'ai vécu des choses où je me suis dit, waouh, ça c'est la vraie vie. Partir à New York, à Los Angeles, c'était cool, mais j'avais pas compris la vraie vie, en fait, les vrais problèmes qu'on pouvait avoir. Et c'est là où j'ai commencé à relativiser. Et ensuite, il y a un voyage en 2019 à Madagascar qui a concrètement changé ma vie, où je suis parti avec mon pote Julien Oliva, qui était venu là il y a pas longtemps. Et avec Julien, en fait, on est parti faire un projet pour un office de tourisme, une agence sur place. Et on devait juste faire des photos. Et je lui dis, non mais Julien, il faut qu'on filme ce qu'on est en train de voir et faire un documentaire. Je lui dis, je ne sais pas comment on fait un documentaire, on s'en fout, on filme tout et on verra bien ce qu'on fait après. Et de là, en fait, on monte un truc, on met sur YouTube. Aujourd'hui, il a presque 1 million de vues. C'est le documentaire le plus vu de Madagascar et qui s'appelle Madagascar, un monde caché. Parce que j'avais décidé en fait de montrer le monde caché, mais la beauté en fait de ce pays-là, de tout ce qu'on a pu vivre. Ça a été ultra apprécié. On a eu un message, on a été félicité par le président de la République de Madagascar, qui a souhaité qu'on revienne l'année d'après faire une avant-première du documentaire dans le pays avec lui. Malheureusement, il y a eu le Covid et tout. Ça s'est jamais fait. Mais en fait, ce projet a changé ma vie parce qu'à ce moment-là, vous avez vu juste avant, j'ai travaillé pour plein de marques, des marques de luxe, plein de choses. Mais en fait, je travaillais pour moi, où je gagnais ma vie, et pour mon client. Et en fait, je me suis dit, en faisant ce documentaire, tous les jours, on recevait des messages de gens qui nous ont dit « Merci, vous m'avez redonné espoir en mon pays, que Dieu vous bénisse, etc. » Des messages qui font vraiment chaud au cœur.
Et là, je me suis dit, bah, même dans le documentaire, en fait, tu peux gagner ta vie en faisant un documentaire, tu peux travailler pour un client qui va te sponsoriser, mais en même temps, tu peux inspirer et aider des gens. Chose que je ne faisais pas en faisant une pub, par exemple. Et là, je me suis dit, bah, faut que je change totalement ce que j'ai envie, ce que je veux faire. Et donc, j'ai essayé de me lancer dans le monde du documentaire, quoi. Voilà, d'où tous ces projets qui sont aujourd'hui des projets que j'ai autofinancés. J'avais pas de partenaire, mais c'est juste que j'avais juste envie de les faire. Mais vous arriviez à les financer du coup avec tous vos contrats préalables. C'est ça, avec mes contrats. Aujourd'hui, voilà, je forme les gens aussi, donc ma formation fonctionne bien. C'était aussi un projet de pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir l'investir dans des projets qui me tiennent à cœur, où j'attendais pas forcément que quelqu'un m'appelle pour venir le faire, sinon ça je l'aurais jamais fait. Et voilà, ça, c'est des projets que j'ai fait avec mon cœur, qu'aujourd'hui on partage. Que là, on a le dernier projet avec les chimpanzés que les gens peuvent retrouver ou peut-être ont vu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos avec les chimpanzés qui ont buzzé. Voilà, c'est un projet où je suis parti avec une ex-Miss France faire ça. Et aujourd'hui, on essaie de le vendre pour qu'il soit le plus visible possible, quoi. Le plus abouti de ces projets, celui dont vous êtes le plus fier, ce serait lequel parmi ces documentaires? Le plus fier, je pense que c'est Madagascar, parce que c'est celui qui m'a vraiment mis dedans et qui m'a émotionnellement le plus marqué. Après, je suis fier de tous. Yega, par exemple, ça, c'était pour une association de mon école de commerce qui m'avait contacté. Voilà, ils m'ont dit, JC, on n'a pas de budget, on te paye juste le voyage à toi et Jérémy avec qui je suis parti. On part construire une école au Cameroun, est-ce que ça te dit de venir? Vas-y, on est parti, on a fait un docu, on n'a même pas été payé, on s'en fout. Mais on a fait un truc extraordinaire, on a aidé une école sur place, des enfants. Et en fait, mais juste ce que tu vis, en fait, te fait grandir à un point qui est énorme, quoi. Ça n'a pas de prix, quoi. C'était une belle histoire. Les moments avec des humains, c'est ce que vous recherchez dans chacun de vos voyages? Voilà, c'est ça. Donc là, il y a pas mal de moments. Il y a au Kenya, il y a quand on construit l'école et tout. On voit les petites photos avec le Polaroid. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pendant mes voyages, auquel j'ai pensé il y a 10 ans au Vietnam avec mon père, parce que je faisais des photos des gamins, mais je ne pouvais pas leur donner. Ils n'ont pas d'adresse, je ne pouvais même pas les envoyer. Et donc de là, on a pensé au Polaroid. Et maintenant, j'ai tout le temps un Polaroid avec moi sur mes voyages. Et je leur fais une photo. Moi, je fais ma photo pour moi. Et moi, je leur laisse un souvenir. Et ça, honnêtement, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un. À Madagascar, on a vécu un moment où, en fait, j'ai fait une famille, enfin, un père et une mère qui avaient peut-être 50, 60 ans. Je fais la photo et je vois dans leur regard un truc un peu bizarre, vraiment étonné. Et mon ami guide, il me dit, mais tu te rends pas compte du cadeau que tu viens de faire à cette famille? En gros, à Madagascar, la famille qu'on a vue, ils n'ont pas de miroir. Donc, comme ils n'ont pas de miroir, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. Pour nous, c'est pas concevable. En fait, on ne comprend pas ça. On se voit tous les jours, on fait des photos tous les jours. Et eux, le seul reflet qu'ils ont d'eux, c'est l'eau ou le métal. Donc, il n'est pas vraiment... c'est pas parfait. Et en fait, leur offrir une photo d'eux qu'ils ont pu mettre dans leur salon, bah voilà, ça n'a pas de prix vraiment, quoi. Donc voilà, ce qu'on a vécu avec les gamins, surtout avec les enfants dans le monde, pour moi, c'est fascinant, quoi. Et les animaux. Et alors les animaux, on y vient. Bah là, les animaux, moi, passion. À titre personnel, ça me touche encore plus. Je ne sais pas pourquoi, les animaux me touchent encore plus, peut-être parce qu'on ne peut pas parler avec eux, on ne peut pas leur exprimer tout ce qu'on ressent, ils ne peuvent pas tout comprendre. Mais voilà, là, on voit les chimpanzés, c'est 98% d'ADN en commun avec nous, c'est un humain, quoi. Il y en avait qui avaient une intelligence absolument dingue. Et voilà, le rhinocéros, là, c'est un des 2 derniers rhinocéros blancs du Nord au monde. Donc il n'y en a plus que 2 au monde de cette espèce-là. Donc c'est d'une rareté absolue. On a vécu des choses assez cool avec les animaux. Et c'est ce qui me fascine aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire, quoi. Et là, vous réalisez plutôt des photos ou des vidéos lorsque vous partez? Là, c'est des documentaires. Ouais. Donc voilà, vidéo. Et là, c'est juste quelques photos de moments importants, quoi. Alors, les formations que vous dispensez, parce que c'est donc votre spécialisation depuis quelques années. Ouais. Combien d'élèves? 6000 formés. Qu'est-ce que vous leur apprenez? C'est quoi les do's and don'ts? Moi, en fait, c'est ça. En fait, j'avais envie j'ai touché un peu à tout en photo et en vidéo. Et donc, je voulais partager aux gens, en fait, ma passion. Et en fait, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a mis en place. Maintenant, j'ai une équipe, on est 8 personnes. Donc, c'est génial. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. Et voilà, je voulais tout simplement partager ma passion, expliquer aux gens qu'on peut partir de zéro, même avec très peu de matériel, et vivre de sa passion, que tout était possible. Il faut juste être un passionné. Si tu n'es pas passionné, fais pas un métier artistique en général si tu n'es pas passionné. Et si après tu as l'envie de faire les choses, tout est possible. Et en fait, je voulais prouver que moi, avec un parcours très atypique et qui n'était pas forcément destiné à faire ça, j'ai pu le faire. Donc je veux aider les gens via mon expérience à pouvoir faire ça. Et là, du coup, ce sont des groupes de combien d'élèves et qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? Alors nous, c'est une formation en ligne au départ, où il y a beaucoup de choses à faire. Et puis après, maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on a mis en place des voyages photos, parce que je voulais aussi ce contact physique avec les gens. Et donc, on est parti dans plein de pays. Chaque année, on essaie de faire 2-3 voyages.
pareil, on va découvrir ce que j'aime, donc les paysages, les animaux, on va vivre des expériences de fou. On est en collaboration avec les agences de voyage qui ont la possibilité de nous amener hors des sentiers battus, vraiment. On est parti en Amazonie découvrir une tribu qu'aucun Européen n'avait eu la chance de voir avant. Donc voilà, on est vraiment allé vivre des choses extraordinaires. Et on a fait la Namibie, l'Islande, Amazonie, Costa Rica, Mongolie, plein de choses assez cool, quoi. Et qu'est-ce que vous aimez dans cette transmission ? Le partage avec les gens, la passion. Je le vois de suite si les gens ils sont passionnés ou pas, en fait. Et moi, c'est ça qui m'attire. Discuter avec quelqu'un qui n'est pas passionné, qui veut juste me parler business, ça ne m'intéresse pas forcément. Et voilà, hier, j'ai rencontré deux personnes qui m'ont beaucoup marqué. Je ne parlerai pas de leur histoire, peut-être on en parlera plus tard un jour, mais qui m'ont beaucoup inspiré dans leur très, très, très difficile parcours de vie. Et donc, j'ai voulu les aider comme je pouvais, moi, de mon côté. Et en fait, ça m'a beaucoup inspiré les gens que j'ai rencontrés hier. Et en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux partager avec les gens, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, JC. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois qu'il y a 2-3 trucs après encore. Voilà. Les récompenses, mais oui, bien sûr, vous avez été ça, primé souvent. Ouais. Ça, c'était cool. En fait, c'est ce que je veux dire aux gens, c'est qu'en fait, il faut être fier de ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir avec l'humilité, en fait, la fierté. C'est ce qui permet, en fait, de continuer à avancer et d'avoir confiance en soi, confiance en son travail. Et c'est parfois la partie difficile à avoir, c'est d'avoir la confiance en soi, que ce qu'on fait peut plaire à des gens. Et donc, il faut être entouré aussi de gens qui sont pas négatifs. Voilà. Et c'est ce qui permet après de faire sûrement des belles choses. Pour moi, il n'y a pas de définition de la réussite. Personne n'a vraiment réussi. Est-ce que j'ai réussi, moi, d'après vous ? J'en sais rien. Est-ce que moi, j'ai réussi ? J'en sais rien. J'ai encore plein de choses à faire. Et en fait, je veux prouver aux gens qu'on peut faire des choses cool. Donc, il y a une photo de la conférence l'année dernière ici. Aussi, j'ai fait des TEDx en français, en anglais, des avant-premières, des documentaires, des expositions. J'ai eu la chance d'avoir été sélectionné pour être l'expert en photo animalière de la photo parfaite sur M6. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, donc pour moi, c'est une grande fierté, en fait. C'est une satisfaction. Et on va continuer à essayer de faire plein de choses comme ça. À faire ce qu'on aime. Et les sacrifices, tiens. On rejoint votre projet documentaire. On rejoint le documentaire où en fait il faut comprendre que, vous l'avez un peu compris vite fait je pense, mais qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Et donc j'ai fait beaucoup de sacrifices pendant beaucoup d'années, surtout par rapport à ma famille, mes amis, ma vie privée en fait. Et par exemple, je me suis privé dans un sens pendant plus de 6 ans de ne pas avoir une compagne. Et donc j'en parle dans mon documentaire. Et pourquoi ? Parce que quand on est avec quelqu'un, forcément, on doit consacrer du temps à cette personne. Et je savais que j'avais pratiquement même pas de temps pour moi, donc pour ma famille ou quoi, donc je pouvais pas me mettre avec quelqu'un. Donc sentimentalement, c'est forcément dur de se bloquer, même si je rencontrais des gens qui pouvaient m'intéresser dans ma vie, de dire non, je me bloque, parce que je vais privilégier mon travail d'abord, me lancer pour que tout roule, et après j'essaierai de rencontrer quelqu'un. Et ça, en fait, c'est déjà un sacrifice qui est énorme. Ma famille, j'étais pas toujours là pour les anniversaires. Une personne en particulier de ma famille me l'a reproché. Aujourd'hui, c'est très compliqué avec cette personne. Et voilà, donc en fait, la vie, elle n'est pas toujours simple. Je dis dans mon truc, dans ma vidéo, que j'ai beaucoup de chance. Je suis en très bonne santé, donc pour moi, c'est la meilleure chance que j'ai. Mais voilà, c'est pas forcément toujours simple, etc. Donc il y a des sacrifices à faire. Et aujourd'hui, je les ai faits. Et maintenant, j'ai envie de penser à moi-même. C'est pour ça que j'ai fait ce projet-là. Et continuer à travailler, parce que j'ai plein de projets, j'ai une belle équipe aujourd'hui et tout qui m'accompagne, on a plein de trucs à faire et je les remercie, c'est vraiment une équipe de fous. Et j'ai une personne, Charlotte, qui m'accompagne aussi dans ma vie, qui aujourd'hui m'aide aussi énormément, qui a fait la conférence hier. Et voilà, donc je suis heureux, j'ai envie de dire, après ça. Et c'est pour ça que j'invite les gens à aller voir cette vidéo sur YouTube. Il y a plein de gens qui sont venus me voir, là aujourd'hui on a le stand juste à côté, qui m'ont parlé de cette vidéo, ils se sont retrouvés dedans aussi. Chacun peut s'identifier là-dedans d'une façon différente, on n'a pas tous le même parcours, je ne pense pas que tout le monde vient du BMX, mais voilà, je pense que les gens peuvent s'identifier, trouver quelque chose dedans qui vont les aider. Peut-être s'ils ont envie de partir 5 jours ou plus ou moins se vider la tête, ça leur donnera envie de le faire. Et moi ça a changé ma vie et j'espère que ça changera la leur aussi. Merci voilà. JC Pierry, merci beaucoup. beaucoup.